Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence, donc les arts et la culture face à l'extrême droitisation. On est ravis de vous accueillir si nombreuses et nombreux. Vous rappelez que cette conférence, c'est le fruit du travail du GT Culture. Donc Martin et moi-même, Mathilde, on est les co-animateurs, animatrices de ce GT. Et donc ce GT qui a pour vocation, comme les autres, on le rappelle toujours, de faire un travail de veille dans tous les domaines des arts et de la culture, toutes les disciplines artistiques que vous connaissez, mais aussi la question de l'éducation artistique et culturelle, par exemple. Donc toutes ces réflexions voilà, sur lesquelles nous avançons toute l'année. Et ensuite, aux amphis, on a toujours envie de pouvoir proposer une ou des conférences. Et donc, si vous souhaitez nous rejoindre, si ce sont des questions qui vous intéressent, que vous travaillez dans le secteur ou non, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un critère pour venir dans le GT. N'hésitez pas soit à vous inscrire sur Action Populaire, soit à venir nous voir, Martin et moi, à l'issue de la conférence. Et vous rappelez aussi le contexte de cette conférence, puisqu'on a le plaisir d'avoir Sarah Legrain, notre députée sur les questions culturelles à l'Assemblée, qui avait organisé le 20 mai dernier. Donc le 20 mai, c'était à la fois une journée de mobilisation nationale pour les arts et la culture, une mobilisation qui avait commencé déjà en décembre 24 et qui a continué. Donc le 20 mai, c'était un grand moment. Et c'était aussi l'occasion d'organiser à l'Assemblée nationale une grande journée, une grande après-midi thématique sur plusieurs axes. À la fois le constat terrible, et les invités pourront le faire plus en détail, sur l'austérité qui accable les secteurs des arts et de la culture, et plus largement les attaques qui sont faites contre la culture et contre le public, on peut dire aussi. C'est toujours important de l'avoir en tête. Là, on ne parle pas que de secteur professionnel, on parle aussi d'un domaine de manière plus large qui a normalement pour vocation de nous émanciper toutes et tous. Donc là, comme vous l'avez compris, le contexte ne va pas vraiment dans ce sens. Mais voilà, cette journée, elle a rassemblé plus de 300 personnes, des personnes de tout horizon, des professionnels, des étudiants, des curieux, des curieuses. Et c'était un moment très fort pour que voilà, une députée s'en saisisse et accorde ce moment à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on en est très fiers. Et c'était une façon de continuer, puisque la thématique... voilà. Et donc la thématique de l'extrême droitisation, ce qui nous anime aujourd'hui, faisait évidemment partie des réflexions qui ont eu lieu à l'occasion du 20 mai. On va pouvoir rentrer un peu plus en détail aujourd'hui. Et puis je vais laisser la parole à Martin, juste redire qu'il va y avoir évidemment des échanges. Chacune va pouvoir prendre la parole. Il y aura un temps de prise de parole. N'hésitez pas à plutôt me faire signe à moi, parce que voilà, Martin est ici, je le laisse tranquille. N'hésitez pas à me faire un petit signe si vous voulez intervenir. Je viendrai vous voir et noter si vous le souhaitez. Merci encore et je passe la parole à Martin. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce dernier créneau de conférence de nos amphis. On sait qu'on a eu déjà 2 jours et demi très intenses, qu'il fait chaud, que nous sommes en intérieur, donc on est d'autant plus ravis de voir cette salle remplie et motivés pour cette conférence aujourd'hui. Donc oui, ça nous a paru important, après le colloque de mai dernier, de revenir plus spécifiquement aux amphis sur comment les arts et la culture font face à ce phénomène généralisé d'extrême droitisation que l'on rencontre dans le pays, c'est-à-dire pas uniquement à faire face à l'extrême droite, à sa place dans l'espace public, à ses milices et à ses élus, mais à tout un phénomène d'autoritarisme qui se développe dans tout le spectre politique, qui globalement en fait contamine ce qu'on avait faussement appelé à un moment l'arc républicain, qui en fait est un arc plutôt autoritaire, et qui, on va en revenir dans cette conférence,
peut prendre une multitude de formes qui vont d'une austérité destructrice mais également politique, comme ça s'est fait dans les Pays de la Loire, où Christelle Morancet était fière de porter un projet obscurantiste en coupant quasi totalement ses financements dédiés à la politique culturelle, aux associations aussi pour le travail, pour les plannings familiaux, etc. Et qui a été elle-même récompensée par son parti Horizon en n'ayant aucune place dans l'organigramme avant de mener cette attaque obscurantiste, et en étant récompensée comme étant vice-présidente de ce parti aujourd'hui, ce qui donne l'horizon politique d'Édouard Philippe concernant la politique culturelle. D'autres formes de ces extrêmes droitisations dont on va aborder, c'est également les censures sous toutes leurs formes, que ce soit direct, que ce soit des pressions indirectes, que ce soit des punitions faites sur des programmatrices et des programmateurs, comme on l'a vu actuellement à Rock en Seine, où suite à la programmation du groupe NICAP, le département, puis maintenant la région Île-de-France, dirigée par Valérie Pécresse, supprime l'entièreté de leur financement au festival de Rock en Seine, soit 500 000 € pour la région Île-de-France, et festival qui a été ouvertement placé sous le regard attentif, et il l'a dit lui-même, de Bruno Retailleau, suite à la volonté de Caroline Yadan là-dessus, au regard de l'engagement pour la Palestine du groupe NICAP. Et ça, c'est la face émergée de l'iceberg, mais ces phénomènes de censure sont bien plus répandus, et d'autant plus pour des personnes moins connues. Et enfin, par rapport à cette place qui a ensuite laissée, dont on va parler également aujourd'hui, c'est tout un projet porté par des gens que l'on connaît, comme Pierre-Édouard Sterrin, comme Vincent Bolloré, comme Philippe de Villiers, d'occuper cette place laissée par la multitude des artistes et des travailleurs de l'art qu'on va soit censurer, soit brisés économiquement et matériellement, pour les remplacer par des grands projets de propagande nationaliste de grande ampleur, que ce soit alors un peu tous calqués sur le Puy du Fou, c'est-à-dire des projets révisionnistes de l'histoire pour raconter une histoire anti-républicaine dans le sens anti-révolution de 1789, royaliste, qui passe sous silence les horreurs de Vichy et qui va célébrer les figures les plus réactionnaires de l'histoire française, qui sont à la fois portés par des acteurs privés comme ces milliardaires-là, mais également soutenus par des acteurs publics, comme ça s'est fait en région Auvergne-Rhône-Alpes, où l'argent que Laurent Wauquiez a supprimé des acteurs et d'actrices culturelles a servi notamment à financer un grand projet de spectacle itinérant, encore une fois sur l'histoire de France, et une histoire bien peu ni rigoureuse scientifiquement, avec un but idéologique clair et net. Bref, donc c'est toute une offensive qui prend plusieurs formes, qui arrange une diversité d'acteurs d'horizons politiques a priori différents, mais qui se retrouvent tous dans cet autoritarisme que l'on connaît et que l'on subit. Et il nous a paru important de l'aborder aujourd'hui dans une conférence où va s'articuler à la fois, d'une première part, comment caractériser cette extrême droitisation. J'en ai donné des premières pistes là, mais on va approfondir ça ensemble avec nos intervenantes et nos intervenants, et surtout un deuxième axe sur comment la combattre, comment aussi les travailleuses de l'art, les travailleurs de l'art peuvent prendre part au combat généralisé contre l'extrême droitisation, et surtout quel contre-projet porter à ce projet des arts et de la culture utilisé comme vecteur de propagande nationaliste qui nous est proposé par nos adversaires, si ce n'est nos ennemis politiques. Et pour en parler et conclure cette introduction, nous avons le plaisir donc de recevoir Maxime Séchaud-Dodang, qui est comédien, metteur en scène et secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle, de la Fédération CGT du spectacle. Ainsi que Abby Beach, qui est artiste, militante queer, féministe et décoloniale. Dont nous sommes honorés d'avoir la première partie de son intervention aux Amphis, parce que vous pourrez la retrouver ensuite à 20h45 sur la grande scène pour notre soirée festive. Et ai-je besoin de la présenter? Sarah Legrain, députée France Insoumise NFP de Paris. Et
chef de file insoumise sur la politique culturelle à l'Assemblée. Alors, pour commencer, peut-être je vais donner la parole à Maxime pour un premier tour d'horizon autour de ces axes dont nous avons parlé. Et Maxime, je t'en prie. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, tu m'as laissé 15 minutes de parole. Je vais essayer d'être clair et puis pas trop long et le plus intéressant possible. D'abord, rebondir sur le titre les arts et la culture face à l'extrême droitisation. Ce qui m'a interrogé tout de suite par rapport à l'intitulé de ce débat, c'est ce qui manquait, c'est-à-dire que pour moi, les premières attaques auxquelles on fait face, c'est pas forcément sur les arts et la culture, mais c'est bien les travailleuses, les travailleuses de l'art et des cultures qui sont attaquées aujourd'hui par la droite et l'extrême droite. Parfois, et c'est pour ça que je le souligne, peut-être que j'enfonce une porte ouverte en rappelant le cadre du travail en tant que syndicaliste, mais on protège parfois mieux les œuvres, notamment dans certains domaines comme les arts plastiques, et c'est pour ça, je vois qu'il y a des camarades qui le sont ici, qui sont artistes autoristes, que beaucoup de gens se battent depuis plusieurs années dans nos secteurs pour assurer une continuité de revenus pour l'ensemble des artistes autoristes, que je le rappelle, contrairement par exemple aux intermittentes ou intermittents du spectacle, il n'y a pas de continuité de revenus entre différents travaux pour exercer nos camarades. Donc l'importance de rappeler que c'est un travail, contrairement à ce qui peut être dit et répété un peu partout, et puis que ça ne concerne pas uniquement les artistes, on le voit puisque vous êtes en train d'inviter des gens à se produire ce soir sur une grande scène, qu'il y a énormément de personnes qui sont mobilisées pour pouvoir accueillir du spectacle vivant, des techniciennes, du personnel administratif, etc., etc. Et que du coup, on est un secteur qui représente des centaines de milliers de travailleuses et qu'aujourd'hui, on est fortement remis en cause et on est dans une crise sans précédent. Alors je vais un petit peu détailler le plus rapidement possible cette crise. On a parlé de coupes budgétaires. Je vais prendre un point de départ parce qu'il en faut bien un. Mon point de départ, ce sera février 2024, où ça nous paraît déjà très loin, puisque le ministre de l'économie de l'époque était Monsieur Le Maire, et qu'il avait annoncé par décret des coupes budgétaires de l'ordre de 10 milliards d'euros. Je le dis bien par décret parce que c'est pas anodin, c'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'on fait des coupes de ce type par décret. 10 milliards d'euros, pour donner un petit peu une évaluation, une grandeur de chiffres, ça représente 1,5% du budget d'État. Pourtant, les coupes liées à la culture, donc dans le ministère de la Culture, ça ne représentait pas 1,5% du budget d'État, mais 5%. À l'intérieur de ce ministère, il y a différents programmes, notamment le programme 131 qui concerne du coup la création. Ce programme n'a pas été coupé à hauteur de 1,5%, ni même de 5%, mais bien de 10%. Tout ça pour dire qu'on a affaire à des choix politiques, des choix idéologiques pour s'attaquer à une certaine frange de notre secteur culturel. Petit exemple pour faire contrepoint toujours. Du coup, à ce moment-là, le pass culture, donc il y a deux pass culture, il y a la part individuelle, donc ça c'est des aides en gros de l'État à des entreprises du grand capital, ça on n'y avait pas touché, et par contre on s'est attaqué très vite à la part collective du pass culture, qui, même si elle a ses limites, permet à énormément de compagnies, de salariés et de travailleuses de l'art et des cultures de pouvoir bosser dans l'éducation nationale avec les plus jeunes. Ou autre exemple, au même moment, la police avait subi une coupe budgétaire de 0,01%. Voilà. C'est qu'un début, ça continue. Projet de loi de finances 2025, là on demande aux collectivités territoriales de faire des grosses coupes dans leur budget. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le spectacle vivant, 2/3 de nos subventions dépendent des collectivités territoriales. Et qu'on n'ait pas une compétence obligatoire. Donc c'est-à-dire que quand les collectivités votent leur budget, on devient souvent une variable d'ajustement. Et c'est pourquoi
entre 2024 là, et 2025, on s'est mobilisé selon les territoires parce qu'il y a eu des décisions plus ou moins brutales. Martin l'a rappelé, en Pays de la Loire, mais aussi pas si loin d'ici, le département de l'Hérault avait aussi département géré par un socialiste, hein, pas par l'extrême droite ni par la droite extrême, a annoncé à la base 100% de coupe budgétaire dans ses budgets culture. Ah, il a quitté le PS. Bah, c'est une... Alors, on parle de coupe budgétaire. Nous, on l'a souvent rappelé. Je pense que c'est important de bien comprendre qu'on ne fait pas que couper, on brise. En fait, on brise des vies en faisant ça. Parce que ce qui se passe, et on ne le dit pas assez, c'est un plan de licenciement massif. Je prends juste l'exemple des Pays de la Loire, c'est plus de 2500 emplois qui vont être supprimés dans les prochains mois. Alors c'est difficile à quantifier puisque pour la plupart dans ce secteur, vous le savez, on n'est pas forcément salarié permanente et permanent, on est intermittente quand on l'est. Et donc du coup, c'est juste qu'on ne nous rappelle pas. Donc on n'a plus de boulot, mais on n'est pas à proprement dit licencié. C'est pour ça qu'on parle de licenciement qui ne dit pas son nom, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus de travail, qui ne peuvent plus exercer leur métier, et que c'est des milliers d'emplois, parce qu'on reste un secteur très fort, avec des centaines de milliers de travailleuses qui sont attaquées aujourd'hui. Et puis, tu parlais de choix idéologiques de Morancé, c'est aussi des attaques politiques sur une certaine idée de ce que peut être la culture. Nous, à la CGT Spectacle, on parle de service public de la culture, donc elle a ses défauts, elle a ses limites, on y reviendra, il y a des choses à creuser et des choses à travailler, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on peut défendre une culture non marchande dans ce pays, qui sort des logiques capitalistes, et qu'on a besoin de protéger ces logiques-là pour pouvoir proposer à nos publics, dans tous les territoires, une culture accessible à toutes et à tous. Mais comme si ça ne suffisait pas, on ne fait pas que s'attaquer à l'emploi et aux travailleuses, à nos salaires et aux gens qui ont du boulot, on s'attaque aussi à la protection sociale. Et en l'occurrence, on l'a su pour pas mal d'entre nous, le RSA il n'y a pas si longtemps, hein, où on a quand même fait une réforme qui corrélait le RSA à du travail forcé, même si c'est un peu plus souple que ça, ça reste très problématique. Et l'assurance chômage qui est attaquée sans cesse. Je ne vais pas faire tout l'historique, mais je rappelle quand même qu'en 2018, le gouvernement Macron a volé une partie de nos salaires. Je dis bien nos salaires, même si c'est du salaire indirect, puisque si vous regardez vos fiches de paye, nous n'avons plus de cotisation pour l'assurance chômage, sauf pour les intermittentes et intermittents qui ont toujours des surcotisations. Mais du coup, notre salaire indirect qui nous permettait, nous, de collectiviser notre argent pour nous offrir une protection sociale a été volé par ce gouvernement et remplacé par un impôt. Et donc, du coup, l'assurance chômage est payée aujourd'hui en grosse partie par la CSG. Et ce qui fait que ça nous met forcément, du coup, dans une difficulté et un autre rapport de force pour pouvoir négocier les différentes réformes. Et il y en a une nouvelle qui arrive sur le tapis. Le gouvernement Bayrou nous demande des milliards d'économies. On parle de passer de 18 mois d'indemnisation à 15 mois, voire 12 pour les plus durs. Et là, je peux vous dire, pour les intermittentes et les intermittents, les organisations patronales passent à l'offensive. Et je ne vois pas pourquoi, avec ces centaines de millions, voire de milliards d'économies qu'on demande à l'assurance chômage, les annexes 8 et 10 seront épargnés aux prochaines négociations. Donc il y a un point d'alerte là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, comme n'importe quelle travailleuse de ce secteur, la droite extrême, l'extrême droite, on l'appelle comme on veut, on est attaqué exactement aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'on est attaqué sur nos salaires, sur nos conditions de travail, sur notre protection sociale et dans ce qu'on pourrait appeler le service public. Et face à ça, on a une ministre qui, bon, du coup, ferait mieux d'être en prison, je pense. En tout cas...
mais qui ment. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de dialogue ou d'échange possible. On est face à quelqu'un qui martèle les mêmes mensonges, qui va dire dans tous les médias qu'il n'y a pas de coupe, qu'il ne manquera pas 1 euro sur le territoire. Et alors qu'il y a eu une mobilisation dans le secteur depuis février dernier, avec des AG dans plus de 30 villes de France, avec des manifestations dans plus de 50 villes de France, avec des milliers de travailleuses qui se sont parfois même mis en grève pour la première fois, parce qu'il y a eu des grèves aussi dans le secteur des arts plastiques, ce qui est assez historique, qu'il y a eu des AG qui regroupaient l'ensemble des travailleuses des arts et des cultures, et qu'il y a eu 0 réponse politique de cette ministre. Donc le combat va continuer. Maintenant, je reviens un petit peu sur le sujet où j'interpellais sur le fait qu'il ne fallait pas oublier le monde du travail. Et puis aussi dire que je pense qu'il faut faire attention à un certain nombre de slogans qu'on peut entendre, du genre l'extrême droite va tuer la culture, l'extrême droite s'attaque à la culture. Moi, je pense pas que l'extrême droite va tuer la culture. L'extrême droite a un projet pour la culture. Tu l'as un petit peu énoncé en plusieurs points, donc je ne vais pas y revenir très longtemps, mais effectivement, on sait que Bolloré, Lagardère, tout ça détiennent de grosses salles de spectacle et des monopoles là-dessus. Voilà, on a parlé des financements même publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des spectacles néofascistes. Pierre-Édouard Sterin, qui a investi dans un label, peut-être que vous en avez entendu parler, des plus beaux festivals de France aux plus belles villes de France, sans que ça soit très clair, mais maintenant les gens se sont rendus compte que voilà, il avait mis des millions d'euros pour financer un certain nombre d'actions. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un théâtre à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, c'est dans la circo de Marine Le Pen, avec un maire RN qui s'appelle Steve Briouat. Et un théâtre qui existait là depuis 67 ou 69, je ne sais plus, qui a été entièrement récupéré par la municipalité. Donc l'association qui exerçait une mission de service public à l'intérieur de ces murs a été mise dehors. Et aujourd'hui, le théâtre est à la solde de la municipalité. Ce qui annonce quand même un plan et une réflexion et un exemple, parce qu'on sait que c'est quand même une ville labo, Hénin-Beaumont, pour les prochaines municipales. Et donc, du coup, qu'il va falloir avoir une réaction. Et nous, on a besoin, quand je dis nous, c'est les travailleuses des arts et des cultures, on a besoin d'une réaction politique forte pour les prochaines municipales, parce qu'on sait que ça va être très compliqué. Pareil, souvent on parle de la liberté de création. Bon, là, c'est quelque chose qui fait débat dans mon organisation, donc je parle en mon nom, mais je pense qu'on peut interroger ce concept, parce que bizarrement, c'est un concept qui fait un peu consensus. La liberté de création, alors là, des républicains à l'extrême gauche, on va vous dire oui, on est très très attachés à la liberté de création. Et du coup, moi, forcément, quand il y a consensus et qu'on masque les conflictualités, ça m'interroge toujours. Moi, je pense, par exemple, on parlait de censure, quand on s'attaque à des artistes qui décident de soutenir la Palestine sur scène ou ailleurs, je pense pas qu'on s'attaque à une œuvre. Déjà, on affiche un soutien clair à Israël et à un État génocidaire, et on s'attaque à une personne. Quand on censure soi-disant une personne parce qu'elle va jouer dans une église désacralisée, etc., et qu'on lui fait des menaces de mort, on ne s'attaque pas à l'œuvre. On n'est pas en train de censurer l'œuvre. On est en train de s'attaquer à des personnes. Il y a un combat idéologique. Et puis, il faut faire aussi attention, parce que nous, ça peut se retourner contre nous. Moi, personnellement, je soutiens des camarades féministes qui vont manifester pour empêcher Depardieu de jouer un spectacle sur Barbara, parce que c'est un violeur potentiel et qui peut mettre en danger en plus d'autres salariés. Je pense que quand on leur dit qu'ils s'attaquent à la liberté de création parce que Depardieu peut pas jouer, c'est problématique. Et moi, pourtant, je soutiens les personnes qui sont là. Quand les camarades de décoloniser les arts, il y a quelques années, se mobilisent contre des spectacles racistes type Exhibit B et j'en passe, on leur a rétorqué qu'ils s'attaquaient à la liberté de création. Or, je pense qu'il y avait une nécessité aussi dans nos secteurs de parler des dominations, parce que les dominations racistes, sexistes, validistes et autres, elles existent quand même
au-delà des attaques de l'extrême droite et de la droite dans nos métiers. Elles sont fort présentes. Donc nous, à la CGT Spectacle, on a engagé un début de travail. Il était temps sur les questions de racisme dans nos métiers, où on en a exercé plusieurs débats. Il y a des commissions qui sont enfin en place. Je prends l'exemple justement du service public et du spectacle vivant dans le théâtre. Dans les directions, on a aujourd'hui uniquement que 3 personnes perçues comme non blanches à la tête de direction de centres dramatiques nationaux, dont un en Outre-mer. Et que si aujourd'hui on veut s'adresser vraiment à tous et à toutes dans le service public, il va falloir aussi travailler sur les imaginaires. Et je pense que contrairement à l'extrême droite qui propose un récit et un récit national, et contrairement à ce que j'ai pu entendre dans d'autres organisations politiques de gauche qui disaient qu'il faudrait proposer un récit national de gauche, je ne pense pas. Non, je pense qu'il faut laisser la place à des récits, qu'il faut laisser la place à des artistes perçus comme non blancs et blancs au sein de nos institutions théâtrales, par exemple, et que démultiplier les imaginaires, ça nous permettra aussi de laisser une autre place. Mais souvent, quand on parle de ça à des metteurs en scène ou metteuses en scène qui sont installés depuis des années à une place forte, qui vont nous rétorquer que c'est leur liberté de création de choisir leur distribution. On va nous rétorquer que c'est la liberté de programmation de choisir une programmation qui est en général la même, avec les mêmes artistes et très blanche, et que du coup se pose quand même la question aussi des quotas sur ces problématiques là, et contrairement à ce qu'on pense, il y a eu des statistiques dites ethniques qui existent, et on peut dire que 30% de la population ne se perçoit pas comme blanche dans ce pays, et donc on pourrait estimer, au même titre qu'il y a des collectifs 50-50 dans les secteurs des arts et de la culture, qu'il pourrait y avoir des collectifs 30-70 pour qu'on soit sûr que dans nos programmations théâtrales, spectacles vivants, etc., il y ait au moins 30% de personnes perçues comme non blanches qui sont programmées. Et je pense que déjà ça inverserait un rapport de force, et que c'est justement aujourd'hui, parce qu'on le sait, quand il y a des coupes budgétaires, quand il y a des moins de moyens, c'est le moment où ces artistes-là qui auront moins d'accès aux moyens de production, et qu'il y a des déséquilibres criants, et qu'il y a un combat en interne aussi à mener, et qu'il ne faut pas baisser les yeux ou ne pas prendre en compte ces questions-là sous prétexte d'une unité face à l'extrême droite. La question de domination, elles doivent se traiter maintenant et directement, et dans nos organisations syndicales, et dans nos organisations politiques, et sur nos lieux de travail. Et un dernier mot pour dire que voilà, j'ai parlé de la mobilisation. Depuis février, un peu partout en France, on est réunis sous des bannières qui s'appellent régulièrement Cultures en lutte. Cultures en lutte, donc du coup, regroupe plusieurs organisations syndicales, hein, notamment la CGT Spectacle, la CNTSO et Sud Culture, et puis plein de personnes qui ne sont pas syndiquées ou d'autres collectifs qui se mobilisent avec nous. C'est avec cette unité-là, en tout cas, qu'on essaye de défendre une certaine idée de nos métiers, d'une culture non marchande, d'une culture antifasciste, et on s'est mobilisé jusque-là. Là, on va repartir à la rentrée. Et puis, comme tout le monde, on se pose la question du 10 septembre. Donc, en tout cas, la CGT Spectacle se réunit lundi. La CGT Confédérale se réunit mardi. Donc, j'espère que nos organisations seront à la hauteur des enjeux et se mobiliseront en conséquence par rapport à ce qui se passe. Et merci beaucoup, Maxime. Et on va donner maintenant la parole à Abby Beach avec une première question. Toi, en tant que
artiste, qui plus est en tant qu'artiste ouvertement engagé, qui a cette double pratique d'artiste, d'ailleurs dans plusieurs genres artistiques, et de militante politique. Comment est-ce que toi, tu perçois cette extrême droitisation, qui plus est comme artiste qui travaille sur une matière politique également? Bah déjà, salam la résistance, ça fait plaisir de vous voir. Non, franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien d'être entouré de personnes d'extrême gauche, en non-mixité extrême gauche, pro-palestiniens et palestiniennes, ça fait trop du bien. Quant à la question de l'extrême droitisation de la culture, ça m'a fait plaisir de la voir être posée dans ce contexte-là, parce que je trouve que dans la France universaliste, la France de René Coty, on a trop tendance à nous dire que la culture n'est pas politique, n'est-ce pas ? Que les pratiques artistiques doivent tendre vers la neutralité, vers l'objectivité, un petit peu l'obsession universaliste de la France pour l'objectivité, qu'il faudrait même parfois considérer, séparer l'homme de l'artiste, voilà. Petit poncif universaliste patriarcal qui ne s'applique qu'aux hommes cis hétérosexuels blancs accusés de violences sexuelles, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Parce que nous, les Noirs et les Arabes, on ne bénéficie jamais de la séparation de l'homme et de l'artiste. On est toujours trop proche de notre sujet. Nous, on n'a que le séparatisme. Donc voilà. Donc ça m'a fait plaisir, si. Non mais souvent la culture, elle est laissée de côté alors qu'elle est éminemment politique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On peut pas séparer la culture des personnes qui la produisent de leur point d'énonciation. Nous sommes tous et toutes des êtres politiques et du coup, ce qu'on produit en tant qu'artiste, c'est bien sûr politique. Du coup, l'extrême droitisation de la culture, est-ce que c'est étonnant dans la France, pays de droite ? Je sais pas. La France est un pays de droite ? Ouais. La France n'a jamais été à gauche. On a eu le Front populaire 36-38. C'est pas non plus à vous que je vais l'apprendre, mais la France n'a vraiment jamais été de gauche. Mitterrand qui défendait quand même l'Algérie française avant toute autre chose. Donc moi je suis pas surprise. En plus je suis antifa depuis longtemps. Donc ça fait longtemps qu'on voit arriver ça. Donc c'est pas si surprenant. Moi, je le vis et je me le prends dans la gueule de plein fouet parce que je suis du coup algérienne, née en Algérie. Queer, féministe radicale, dans le sens radicalement féministe et pas transphobe. Yes. Décoloniale, convergente, ainsi que danseuse professionnelle et chercheuse en sociologie. Donc si vous voulez, entre moi et la France, bon, il n'y a pas une entente maximale. Je suis pas censée être là où je suis, donc du coup ça agace. Donc moi je me prends quand même des grosses vitesses par l'extrême droite depuis des années. C'est pas récent. Après là, ces 2 dernières années, petit génocide en cours, donc 2 ans plus 77. Moi, je suis née en Algérie, algérienne, donc je suis née pro-palestinienne, puisque l'Algérie a vaincu la Palestine. L'Algérie a vaincu la Palestine ? Si, la résistance. Donc, j'ai pas découvert en fait l'enjeu de la Palestine et je me suis pas mobilisée pour la Palestine le 7 octobre et demi, mais cette visibilisation sur mes réseaux sociaux est devenue continuelle, on va dire, et j'ai perdu tous mes jobs à partir de là. Donc j'ai perdu mon agence, par exemple. J'avais une agence d'image parce que je faisais des partenariats à l'époque où je pensais que c'était encore possible de collaborer avec le capitalisme. Voilà. Donc je faisais des partenariats où je pouvais gagner de la thune et je pouvais organiser mes activités de militante radicale on the side. J'ai tout perdu, donc j'ai perdu tous mes partenariats commerciaux, j'ai perdu tous les jobs qui me faisaient gagner de la thune. Je me suis fait virer parce que du coup j'étais devenue plus bankable. Vous voyez ce que ça veut dire bankable dans ce grand capital. C'était bankable à un moment d'être queer, un peu woke. D'être féministe, d'être LGBT, un petit peu sur la tendance de la marche, c'était bankable, donc ça vendait parce qu'en fait les marques s'intéressaient aux artistes qui étaient sur ces marges-là. C'est devenu plus bankable avec la mobilisation pour la Palestine, donc du coup moi j'ai tout perdu. Après, entre vous et moi, je m'en bats les couilles, c'est-à-dire que ça n'a pas de prix de s'endormir du bon côté de l'histoire tous les soirs. En plus,
Moi, je suis DZ et kabyle, donc si vous voulez, la résistance politique, c'est dans mon patrimoine génétique. Il n'y a pas de way out pour moi. Donc voilà, c'était pas nouveau. Mais j'habite aussi dans le capitalisme. Donc j'habite à Paris, qui plus est, dans le 93. Du coup, j'ai un loyer. Des fois, je dois manger, faire des courses, tout ça, avoir un salaire. Et donc, c'est devenu un petit peu plus compliqué pour moi. Encore une fois, je m'en tape, mais c'est devenu compliqué pour moi parce que je me prends des accusations d'antisémitisme. Je pense que je peux le dire ici, que c'est devenu une forme de silenciation des soutiens pour la Palestine. Moi, j'ai des ascendances juives en plus, donc je suis obligée de le dire pour me justifier en fait de mon non-antisémitisme. Ça dit maintenant que Macron s'est pris, pareil, hein, il s'est pris une petite vitesse d'accusation d'antisémitisme. Je trouve que du coup, on peut tous un peu respirer de se l'être pris. Moi, j'ai 2 procès en cours. Voilà, du coup, ça c'est devenu un petit peu pénible dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, dans ma vie de personne sur les réseaux sociaux. Je reviendrai ensuite à mon rapport aux réseaux sociaux et au rapport général aux réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un enjeu qui est très important. Dans mon travail, ça m'a fait perdre tous mes partenariats, vous avez capté. Mais dans mon travail artistique, moi, je suis quand même un putain de pirate. Je suis un agent du chaos. Donc, en fait, je trouve toujours des moyens de me faire programmer et de faire de la subversion des espaces dans lesquels je programme. Après, voilà, l'enjeu de l'entrisme, mes petits trotskistes, je sais qu'il est compliqué et qu'on n'a toujours pas défini si c'était une bonne ou une mauvaise chose de faire de l'entrisme à l'intérieur du pouvoir pour le subvertir de l'intérieur, ou s'il faut d'abord tout cramer et ensuite tout remplacer. Ben moi, j'oscille. Voilà, un jour sur 2, non-binaire. On va d'un côté puis de l'autre. Extrême droitisation, pour moi, c'est plutôt dans mon quotidien et dans le harcèlement que je me tape en tant que toutes les identités et expériences de vie que je représente, et dans mon taf, on va dire, de partenariats commerciaux. Après, moi, dans mon taf d'artistes, de danseuses, de chercheuses en sociologie, d'écrivaines, de personnes qui prennent la parole en conférence et tout ça, ça m'a pas trop impacté parce que je trouve que ça fait le tri aussi. Donc je fais des blagues sur la binarité, je ne crois pas en la binarité de façon générale, mais ça a assez binarisé le monde en fait, l'enjeu de la Palestine. La Palestine est le compas moral du monde, hein, c'est la boussole politique du monde. La Palestine nous oblige et du coup la Palestine nous a assez polarisés ces derniers temps. Et c'est ça, c'est le cas pour moi, quoi. En tout cas, moi, c'est l'enjeu principal pour moi. Vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. En fait, tu as commencé déjà à répondre à la deuxième question que j'avais en tête. C'était, selon toi, alors, du coup, toujours dans cette posture croisée que tu as d'être à la fois et artiste et militante politique, quelle perspective d'action et d'organisation tu identifies pour combattre cette extrême droitisation et à la fois peut-être aussi comment tu le conçois, quelle est la place des artistes aussi dans ce combat, et des travailleuses et des travailleurs de l'art en général, dans ce combat contre l'extrême droitisation? Déjà, dans la France, là, on se compte sur les doigts d'une main les artistes avec un peu de visibilité. Et moi, j'ai une petite visibilité, hein, c'est pas non plus Beyoncé, ma vie. Hein. Mais dans mon échelle là, de visibilité, on est très très peu à être mobilisés pour la Palestine de façon quotidienne, sans relâche. Et à la fois, c'est compréhensible vu l'espèce de chape de plomb, de peur qui pèse en fait sur nos têtes, c'est-à-dire qu'on se tape vraiment des procès, on se tape des accusations en permanence, et puis c'est des espèces de stigmates qui sont difficiles à déconstruire. Donc déjà, on n'est pas beaucoup. Ce que j'ai du mal à comprendre, encore une fois, moi je sais pas ce qui vaut plus cher que notre humanité, une carrière, un job, un partenariat, ça n'a pas de... En fait, moi, ça dépasse mon entendement qu'on soit pas tous et toutes mobilisés pour la Palestine, qu'on soit pas tous et toutes mobilisés contre un génocide, vraiment toute political views aside, genre juste c'est un génocide. Bon, encore une fois, je parle à des convaincus, donc c'est cool, mais sachez que je fais ça même à des pas convaincus parfois. Donc moi, je comprends pas comment tous les spectacles ne soient pas à destination de la libération de la Palestine. Je comprends pas comment c'est possible de parler d'autre chose, en fait. Je trouve que ça crée vraiment de la dissonance cognitive. Moi, en tant qu'artiste qui passe vraiment ma vie à essayer de ramener la Palestine au cœur de mes luttes, et pas que la Palestine, parce que je suis une personne profondément intersectionnelle, profondément convergente. Les classes first, je vous vois venir. C'est important, la convergence des luttes.
Donc je parle de la Palestine en tant que personne queer, LGBT, qui se bat contre le pinkwashing, donc l'homonationalisme, à savoir l'instrumentalisation des causes LGBT dans le but de servir un agenda raciste. Je me bats contre le fémonationalisme, qui est l'équivalent pour le féminisme. Je me bats pour dans le cadre de la lutte des classes, tout ça à la fois. Et c'est pas contradictoire en fait. Donc j'essaye de faire ça au quotidien et dans toutes mes performances, dans toutes mes prises de parole, dans tous mes spectacles. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas le cas de tout le monde. Donc quant aux solutions, j'ai envie de dire, faites-le. Voilà, les artistes. Tu sais, non, mais des fois, c'est simple, 1 + 1 = 2. Donc, j'aimerais que les artistes se mobilisent tout simplement. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Non, c'est un peu le minimum syndical. Quand on disait plus jamais ça, pour moi, c'est un peu le minimum syndical. Les artistes sont le miroir du monde. L'art est le miroir du monde. Encore une fois, pour moi, ne pas se mobiliser en tant qu'artiste, c'est un petit peu rejoindre la boucle universaliste de dire les artistes ne sont pas politiques, ou moi, je fais de l'art, je fais pas de la politique. Mais frère, tout est politique. Il y a rien qui est apolitique. Tout est positionné. Donc, ne pas se positionner, conséquemment, c'est se positionner. Le silence n'est pas neutre. Le silence est complice. Et donc, du coup, moi, j'encourage vraiment, donc, voilà, pas que les artistes, mais a fortiori les artistes qui ont la responsabilité d'être sur scène. C'est-à-dire qu'on est des artistes aussi parce qu'on a un rapport un petit peu d'ego et de narcisse avec le fait d'être sur scène. Sinon, on resterait chez nous puis on écrirait nos petits spectacles dans nos cahiers d'idoles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on prend la scène, c'est parce qu'on a envie d'avoir un rapport avec les autres. Et du coup, si on a un rapport avec les autres, on a une responsabilité dans ce rapport avec les autres. Et cette responsabilité, elle se doit d'être politique et elle se doit d'être radicale, zubbi, parce que l'extrême droite est ici. Et du coup, moi qui suis radicale depuis ma plus tendre enfance, je vais quand même vous livrer une petite contradiction qui est mienne et qui m'est chère, c'est mon rapport avec les réseaux sociaux. Parce que, bon, la radicalité, moi je suis toto en vrai, moi je viens du milieu... Vas-y, je suis déjà fichée S, donc la flemme, mais voilà, vous avez capté. Et pourtant, j'ai une forte présence sur les réseaux sociaux, pourtant j'utilise Instagram, pourtant j'ai un iPhone, pourtant j'ai cette espèce de rapport au grand capital qui est un petit peu, je trouve, une issue qui est difficile dont il est difficile de sortir de nos jours parce qu'en fait, on peut pas faire ça, on peut pas faire sans le capitalisme, on peut pas faire sans le grand capital. Donc il faut qu'on trouve des moyens de faire à l'intérieur et je trouve que les réseaux sociaux en font partie. Et je trouve que c'est border classiste de pas s'en servir et de pas prendre la place sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui existe, qu'on s'en saisisse ou qu'on s'en saisisse pas. Cette plateforme, elle existe. Et donc, c'est aussi à nous de la remplir. C'est à nous de remplir cet espace-là. Parce que pour être une personne qui se fait harceler par les FAF 1 jour sur 3 et dans des dimensions... En fait, je partage même pas ce que je me prends dans la gueule parce que je pense que personne tient 5 minutes dans mes chaussures. Donc moi... Voilà, juste je vous le dis, le harcèlement de la fachosphère, il est énervé et il est organisé. Les FAF, ils sont organisés. Ils ont des chaînes YouTube, par exemple, où ils disent, voilà, pendant 24 heures, il faut aller harceler cette personne-là sur ce réseau social-là. Et du coup, pendant 24 heures, ou pendant 3 semaines, des fois, quand vraiment Dieu est gentil avec toi, tu te prends une vague, un raid de FAF non-stop. Parce qu'ils sont organisés, parce qu'eux, ils sont pas en train de se dire, ouais, mais il faut d'abord faire chuter le capitalisme et le patriarcat viendra après. Ils sont pas en train de se dire ça. Ils sont juste en train de s'organiser collectivement et de dire en fait les intersectionnels, les convergents et l'extrême gauche, ils sont en train de se foutre sur la gueule. On va attendre qu'ils se foutent sur la gueule et on viendra les terminer ensuite. C'est quelque chose que j'ai entendu, mesdames et mesdames, pour de vrai, dans la fachosphère. Donc ça, je trouve que ça devrait nous donner en fait l'espèce de putain de moelle épinière dont on manque, de aussi se servir des espaces-temps qui sont à notre disposition. Là, il s'avère que les réseaux sociaux, Internet, de façon générale, c'est une plateforme dont il faut qu'on se saisisse, nous, la gauche, nous, l'extrême gauche, et un petit peu mieux. Parce qu'on passe trop de temps aussi à se tirer dans les pattes, on passe trop de temps à se cancel, à se faire des call-out, à se dire, oui, mais machin, il a dit ça, mais machin, il a dit ci, machin, il est problématique. Ce qui est problématique, c'est le fascisme. Là, on est soit antifa, soit faf. Donc, à un moment, il faut se positionner. Ça veut pas dire dans l'antifascisme qu'on n'a pas des petites dissensions, c'est mon bon profil ça, merci bien. Qu'on n'a pas des petites embrouilles et qu'on va pas se régler, on va se règle le week-end à Valence, mais on se règle pas en public, on va se régler dans des conversations, on va faire des conférences, on va faire des tables rondes, on va faire de l'horizontalité, on va discuter et on va se niveler par le haut et on va grandir ensemble. Mais on va pas se régler comme ça sur les plateformes de réseaux sociaux, sur les internets, en public et tout ça nous dessert. Du coup, voilà, moi, c'est une proposition, c'est de reprendre cet espace-là, de reprendre l'espace de l'Internet,
qui va aussi aller convaincre les masses, en vrai. Parce que là, nous, on parle entre convaincus, mais en fait, il y a plein de personnes, et je pense notamment aux personnes de ma communauté, les personnes racisées, parce que là, on est quand même en majo, personnes babtou. Les personnes de ma commu, c'est-à-dire tu vas vers eux et tu leur dis ouais, moi j'ai réfléchi, en fait, j'ai un peu déconstruit l'intersectionnalité ces derniers temps et ça m'a vachement intéressée. On va te regarder, on va dire alors par contre moi frère, j'ai des courses à faire, j'ai un loyer à payer, j'ai 4 enfants à la maison, je m'en bats les couilles de tes espèces de divergences intellectuelles bizarres. Donc à un moment aussi, il faut qu'on se rende compte qu'on se crée des entre-soi un petit peu bourgeois comme ça et qu'on sort en fait de l'impact qu'on pourrait avoir sur les masses. Bah alors les masses, on s'entend, hein, c'est pas classiste de ma part, mais je veux dire c'est mais je sais pas, du peuple quoi. Voilà. Donc je trouve que passer par les internets, se politiser tout le temps, se radicaliser tout le temps, en toute heure, à tout endroit, c'est une bonne solution. Voilà. Et enfin, vu que c'est aussi on va combattre les FAF et on va les battre, mais justement on aura un monde à construire derrière et aussi la même question que j'ai posée à Maxime. Pour toi, alors désolé, ça paraît un peu réducteur par rapport à tout ce dont on parlait, mais aussi du côté de la politique culturelle, quel aussi modèle de politique culturelle tu penses qu'il faudrait porter? Et si ce n'est la description d'un modèle d'ensemble, parce que c'est assez conséquent, qu'est-ce qui, selon toi, est nécessaire d'intégrer dans un projet, dans la partie concernant les arts et la culture, concernant la politique culturelle, d'un projet antifasciste, d'un projet émancipateur, qu'est-ce qui devrait faire partie de ce projet-là concernant les arts et la culture? Alors, vous avez invité une anarchiste à parler de politique culturelle. Moi, je ne crois pas en l'État, je suis désolée, je ne crois pas en la politique culturelle. C'est compliqué pour moi de répondre à ces questions-là. J'aime vraiment bien être un pirate sur le côté, être invité aux universités d'été de LFI et tout, je trouve ça trop fab pour moi. Mais on m'a déjà invité à l'Élysée. Je vous le raconte, hein, ça reste entre nous. Hein. On m'a déjà invité à l'Élysée. J'ai dit non les sarbi parce que je savais que ça allait mal se passer si on m'invitait à l'Élysée. Dans ma tête, on m'a invité à l'Élysée. Qu'est-ce qui s'est déclenché dans ma tête ? Je me suis dit non, je vais pas y aller. Donc ça, c'est pour vous donner on coupera au montage. C'est pour vous donner une idée de où est-ce que je me positionne. En plus, encore une fois, donc je suis née en Algérie, j'ai grandi en France, j'ai grandi en Vendée, les frérots. Ouais. On va prendre une minute de silence pour mon adolescence. Moi, j'ai grandi avec l'idée que le Puy du Fou, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire que tous les gens avec qui j'étais au lycée, leur rêve, ya Rabbi, le rêve, c'était d'être bénévole au Puy du Fou. C'était le rêve de leur vie. Et moi, j'étais en mode, alors je pense qu'il y a des choses meilleures qui m'attendent dans cette existence. Et c'était le cas. Je ne savais pas à l'époque, j'ai souffert. Mais donc, pour moi, voilà, la culture, c'est en fait le Puy du Fou. Et pour moi, la culture, dans comment elle est institutionnalisée, elle est intrinsèquement bourgeoise, elle est intrinsèquement de droite. Comme être moche. Voilà, être moche, c'est de droite. Non, c'est vrai, c'est un choix de vie. Je suis désolée, c'est rien d'autre. Et du coup, pour moi, la culture, c'est bourgeois, la culture, c'est de droite, la culture, c'est pas forcément des endroits que moi, je vais aller investir. Et je dis ça, encore une fois, hein, je vous invite dans le grand jardin de mes contradictions. Je suis artiste, je suis danseuse professionnelle, je fais de la musique, je fais plein de choses dans la vie. Donc, je fais partie de la culture. Mais quant à, penser, réfléchir à des politiques culturelles, je suis désolée, mais ça ne passera pas par moi, à part par faire la révolution et tout cramer. Voilà, merci, bisous. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Sarah maintenant aussi pour les mêmes questions autour de cette caractérisation et des perspectives qu'on a à construire. Aïe, aïe, aïe. Bonjour à toutes et tous. Ah bah oui, mais c'est pas facile d'être passé après vous. Moi, j'ai préparé mon petit truc de bon élève, de politique institutionnelle, député de l'Assemblée nationale, tout ça. Mais donc, évidemment, par devoir de réserve et de neutralité, je ne dirai rien sur les propositions qui ont été émises à l'égard de l'Élysée. Je sais ce que j'en pense.
Non, sérieusement, je suis très heureuse qu'il y ait une conférence comme ça qui puisse se tenir. Merci d'ailleurs du coup à Mathilde et Martin qui animent le groupe. Donc quand elle a dit GT, ça fait très... Voilà, mais il y a quand même peut-être quelques personnes qui ne sont pas déjà des insoumis dans la salle. Ne serait-ce qu'à Beach, tu vois. Il y a peut-être 2-3 anarchistes en plus. Bon, donc les GT, c'est les groupes thématiques et ils font un gros travail qui nous aide beaucoup. Et donc c'est très bien que cette conférence ait pu avoir lieu. Je le dis tout de suite parce qu'il va y avoir forcément des frustrations qui vont sans doute s'exprimer parce qu'en plus je connais le monde des arts et de la culture. Vous êtes très très fort pour les questions frustrées à la fin des conférences. Donc évidemment qu'à chaque fois on propose 4 thèmes de conférences différents et qu'à la fin ça devient une conférence dans laquelle on essaye de traiter à la fois les coupes budgétaires, le harcèlement de la fachosphère, etc. Mais où en même temps, je pense sincèrement que cet intitulé, cette conférence, il a vraiment toute sa pertinence dans la période qu'on est en train de vivre. Parce que bon, ça fait un grand moment que l'alerte est lancée sur, en gros, la destruction du service public de la culture, et particulièrement le spectacle vivant qui est souvent à la pointe de ces alertes-là. Ça fait, et parfois même, du coup, ça crée un effet un peu de rengaine. Bon, chaque année, on fait le bilan sur à quel point, il y a combien de théâtres qu'on fermé cette année, c'est quoi il y a combien de déprogrammations, faute de budget, et c'est qui le concours de la collectivité qui a le plus retiré de sous. Et donc, ça crée, malheureusement, cette espèce de routine austéritaire qui nous empêche parfois de percevoir les moments de bascule. Et moi, je pense qu'on est à un moment de bascule. Et on a un moment comme ça d'articulation, de jonction entre ces attaques austéritaires qu'on connaît bien, qu'on dénonce, qui donnent parfois aussi cet effet rengaine, etc. Ces attaques contre les travailleurs, contre les personnes, tu l'as très bien dit, c'était bien que tu le rappelles d'emblée, et une certaine vision du monde là, qui est en train de s'imposer, pas dans la société. Parce que je vous rappelle, parce que c'est pas vrai qu'il y a que le Front Populaire qui a gagné, il y a aussi le nouveau Front Populaire qui a gagné en juin dernier. Je dis pas, on n'a pas encore eu le temps de savoir si c'était la gauche ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait quand même, on avait quand même gagné à ce moment-là contre les fascistes. Mais par contre, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer de façon très très nette dans la classe, dans les élites. J'aime pas d'ailleurs ce terme d'élite, mais dans la caste dominante, politico-médiatique. Et ce phénomène, c'est, je pense, celui de l'extrême droitisation, et je pense que c'est important de le qualifier comme ça, et du coup de repérer ce moment de bascule. Je pense qu'on a à la fois un saut qualitatif cette année, c'est-à-dire que là, quand tu comptes les millions, les milliards et tout, là tu fais... Non, là il y a vraiment un truc qui est en train de se faire d'assèchement, de destruction vraiment mais brutale, économique, de plan social massif, hein, tu as eu raison de le dire, voilà. Mais il y a un saut de nature qualitatif. Et je vais y revenir. Alors, juste quelques remarques sur les mots. Ça, c'est la déformation professionnelle. Alors, donc, les choix, parce que je suis prof de français à la base. Le choix des mots, il n'est pas laissé au hasard. Je trouve ça bien qu'on parle des arts et de la culture, parce que ça invite à réfléchir si c'est la même chose ou pas. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit. On aurait pu dire les artistes et la culture, mais parce que, bon, ça recoupe pas tout à fait la même chose, quoi. Quand on parle des arts, on part de l'art dans sa vitalité, hein, dans sa diversité, on part de la création en train de se faire, donc on part en fait de celles et ceux qui le font, les artistes, les travailleurs de l'art en général, parce que le travail artistique, c'est pas que les artistes, et on parle des effets de l'art. Tout le monde sait quand on dit l'art, les arts, en fait il y a ce truc aussi de qu'est-ce qu'il fait sur les gens, et il faut jamais oublier ça, parce que y compris quand on parlera de service public, c'est pour faire quoi, pour qui, qu'est-ce que ça provoque. Et alors bon, je vais pas vous faire une conférence sur qu'est-ce que l'art, d'ailleurs j'en ai pas les moyens, hein, mais tout le monde voit un peu quoi. C'est un type d'émotion particulier, un type de communion particulier, un type de surprise aussi, de déplacement. C'est tout ça que provoquent les arts. On sait que quand on est face à quelque chose qu'on identifie comme de l'art, et alors après il peut y avoir moult débats là-dessus, il se passe quelque chose. Donc à la fois on a des travailleurs, on a des gens qui font cette diversité, cette vitalité, donc on a de la vie, et y compris de la vie matérielle, concrète, des gens qui sont en train de crever la bouche ouverte à cause des plans sociaux qui sont en train d'être faits, et on a aussi la production de quelque chose qui éveille quelque chose de particulier. Et je pense on doit se réapproprier aussi ce truc-là, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas non plus tout à fait un travail comme un autre, parce que il résonne et qu'il fait quelque chose dans la société, et que ce quelque chose, alors c'est très mainstream du coup cette expression, mais ça a à voir avec la démocratie. Et je sais que le terme de démocratie aujourd'hui, mais ça a à voir quand même avec ça, hein. Ça a à voir avec la capacité
à un moment d'être déplacé dans ses convictions, d'être déplacé dans ce qu'on est, d'être rapproché d'autres, d'être voilà, et d'être émancipé individuellement, mais aussi collectivement, parce que quand on est face à de l'art ou à la perception de l'art, on est aussi en fait en communion avec à la fois celles et ceux qui le produisent, mais aussi celles et ceux qui le reçoivent, et il se passe des choses à ce moment-là. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'art a toujours eu quelque chose de profondément suspect pour tous les tenants du monde tel qu'il est, de l'ordre qui ne doit pas bouger. Parce que les chantres du maintien de l'ordre public, qui sont souvent aussi les maintiens de l'ordre économique, l'ordre colonial, l'ordre racial, l'ordre patriarcal, tout cela, ils n'aiment pas trop ce côté un petit peu de désordre, qui est ce trouble à l'ordre public par essence, qui est l'art. Donc c'est pour ça que c'est important de jamais oublier ce terme d'art. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on dit les arts et la culture, c'est que la culture, en général, c'est plutôt un mot plus consensuel. Ça a une petite connotation un peu institutionnelle, un peu figée. Elle est déjà là, elle est déjà présente, surtout au singulier, quand on parle de la culture plutôt que des cultures. Il y a une dimension un petit peu identitaire, un peu patrimoniale. Et ça, normalement, ça plaît quand même à la droite, à l'extrême droite. Ça devrait plaire, quoi. Souvent, quand on lui donne... Alors, dans le champ politique, on peut lui donner au mieux une mission de pacification sociale. Bon, il y a des émeutes dans les quartiers, on va mettre de la culture, vous voyez ce que je veux dire. Ou leur donner une petite mission même carrément d'homogénéisation de l'identité nationale. Bon, la culture, ça sert à ça. Donc normalement, c'est pas censé trop cristalliser le rejet de la droite. Et je crois que ce qui est en train de se passer là, c'est assez fou. Je dis pas qu'ils n'ont pas une politique culturelle et une vision de la culture, mais c'est quand même le mot de culture, parce qu'en fait, historiquement en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, il reste quand même associé à l'idée d'un service public. Et que là, on est face à une offensive. Cette extrême droitisation, faut pas oublier que c'est une extrême droitisation ultra-libérale aussi, qui s'articule, c'est la tronçonneuse de Milei, c'est la tronçonneuse de Trump. Donc c'est à la fois, je vais m'attaquer physiquement en fait aux personnes migrantes et aux personnes transgenres, mais je vais m'attaquer physiquement par tronçonneuse au service public, à l'idée de service public. Et ça va ensemble. Et donc on se rend compte que même le terme de culture, qui était censé être un terme, plus on y va là, à l'Assemblée nationale, plus ça se décomplexe sur la culture, c'est quoi un service public de trop, une dépense inutile, un monde machin, et des institutions. Et vous avez même les institutions culturelles qui se retrouvent à être attaquées, alors que normalement c'est le truc un peu plan-plan, et c'est un outil politique. C'était aussi vu comme un outil d'émancipation, mais aussi parfois de contrôle politique, quoi. Donc là, je trouve qu'il se passe quelque chose d'intéressant, et on assiste donc à cette offensive. J'ai commencé à quelle heure, dis-moi? D'accord. Ouf. C'est chaud. Non, mais je suis sûre ils avaient grave débordé. Bon, donc on assiste à une offensive générale et on a à la fois cette tronçonneuse, l'extrême libéralisme autoritaire qui prône la marchandisation de tout, etc. et une offensive répressive contre les arts. Enfin, précisément, il y a des personnes derrière, les artistes, tu as eu raison de le dire, qui sont perçus à la fois comme des fainéants, mais ça c'est de longue date, comme des profiteurs, mais là maintenant comme des dangers, des troubles à l'ordre public, et c'est vraiment ça qui se passe. D'où viennent ces menaces? Et c'est là que la notion d'extrême droitisation, elle est importante. Parce que si on cherche à saisir l'ampleur de ce qui se passe, on ne peut pas juste dire alors que fait le Rassemblement national et les petits copains du Rassemblement national, ou alors de l'autre côté, que fait le gouvernement et les petits copains du gouvernement, parce qu'en fait on a affaire à un processus, je vous le refais pas, vous voyez bien, mais on a un pouvoir illégitime qui a besoin un libéralisme autoritaire qui ne peut plus se maintenir parce que tout le monde craque en fait, et qui ne se maintient plus que par les formes de l'autoritarisme, et qui fait des alliances de fait, et pas seulement des alliances de fait, mais qui va utiliser les stratégies et les agendas qui sont historiquement tous ceux de l'extrême droite, et notamment celui de la division du peuple. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le racisme, l'islamophobie, le colonialisme, c'est quelque chose qui est situé à l'extrême droite du champ politique. C'est pas vrai. On a l'utilisation de tout ça à des fins de maintien d'un système qui peut plus tenir. Donc du coup, ça donne, on l'a dit, les coupes historiques massives de l'État et des collectivités territoriales dans le financement de la culture, mais associées à un discours, qui est un discours tout à fait assumé, hostile. Donc on a les mensonges de Rachida Dati qui ose prétendre qu'elle n'a rien retiré, mais en réalité, en même temps, Rachida Dati, elle explique que les artistes sont un monde woke, déconnecté de ce qu'est la vraie culture populaire. Alors là, ils peuvent éventuellement en parler, de la culture populaire. Et puis quand on creuse, c'est quoi la culture populaire pour les copains de Rachida Dati, pour les Christelle Morancet, pour les Wauquiez, etc. En fait,
c'est plus seulement revenir à une culture figée, réduite au patrimoine, de préférence religieux, les églises et tout, mais c'est un truc consumériste, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y aurait une demande populaire et qu'il y aurait une demande et qu'il faut que ça passe par le marché, et avec cette conception que le marché aujourd'hui, si vous demandez aux gens de quoi et qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent du Puy du Fou, voilà. Et c'est ça qui est présenté comme la culture populaire. Et donc ça, il faut résister à ça en se disant, mais en fait, aujourd'hui, il y a des cultures populaires, il y a une culture populaire, enfin, il y a une variété de la culture et de l'aspiration. Donc même du point de vue, même en se plaçant du point de vue de la demande du public, ce qui pose beaucoup de questions en termes de politique culturelle, parce qu'habitude, réellement, c'est une politique de l'offre, parce qu'il faut bien que les gens soient surpris, ils tombent parfois sur des choses qu'ils voulaient pas, mais c'est pas vrai non plus que les gens sont tous en train de faire des manifs pour demander des Puy du Fou, pour demander des murmures de la cité, de ce terrain financé par ce terrain où il y a des croix gammées et tout. Donc on a ce processus d'extrême droitisation du champ politique et médiatique, mais on a aussi face à ça un processus de résistance qu'on espère aussi dans le champ artistique. Donc c'est tout ce continuum qu'il faut avoir. Et c'est là où il faut se dire que c'est l'offensive qu'on dit contre la démocratie. Alors le thème de la démocratie est très galvaudé, mais globalement c'est quand même, bon, du coup derrière c'est des vies, hein, mais c'est contre les libertés, les droits fondamentaux, des principes d'égalité de base, des principes de genre le racisme en fait c'est censé être interdit, voilà, tout ça qu'on voit dans le champ, et évidemment la question de la Palestine a été abordée, c'est absolument central, c'est qu'en même temps que vous avez un État qui interdit des manifestations, un pouvoir qui interdit des manifestations, vous avez un pouvoir qui fait annuler des spectacles d'artistes engagés en faveur de la Palestine. Voilà, donc eux, ils font le lien. Hein. En fait, ils te disent l'art doit être neutre et tout, mais c'est pas vrai. Enfin, ils font bien le lien, en fait. Donc c'est un combat commun, en fait. Donc en même temps que tu as des associations qui sont dissoutes, qui sont les associations antifascistes, Urgence Palestine, etc., il y a aussi des associations culturelles qui sont menacées de différentes façons par le pouvoir. Donc vous avez ce continuum-là. Alors j'avais prévu, j'ai encore un peu de temps, juste pour en fait, la première chose à laquelle on pense, parce que justement on va penser d'abord du côté de l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit les attaques, et c'est ce que tu as dit, il faut quand même se le dire, hein, parce que c'est pas rien, c'est genre les fachos qui sont à l'œuvre et qui utilisent les réseaux sociaux, les menaces physiques, qui essayent d'empêcher des spectacles de se tenir, qui vont aussi utiliser, je donne cet exemple-là, parce que sachez qu'ils s'organisent sur Allociné pour détruire des films avant même que les films soient sortis, parce qu'ils n'ont pas encore sur Allociné pris la mesure du truc. Donc en fait, tu as des trucs qui se retrouvent avec une demi-étoile alors que le truc n'est pas sorti, mais parce que ça parle soit d'amour lesbienne, soit de Palestine. Hein, voilà. Et donc les mecs, ils s'organisent. Voilà. Et donc on a ces attaques-là. Alors face à ces attaques-là, le pouvoir peut avoir l'air de réagir, dans certains cas. Et c'est intéressant à observer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la cérémonie d'ouverture des JO est attaquée, et il faut redire toute notre solidarité avec, que ce soit les drag queens, les DJ queer, etc., qui se sont fait attaquer, avec Aya Nakamura, évidemment, qui s'est fait attaquer au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Là, il y a un agenda politique de Macron. On est après la victoire du nouveau Front populaire, qui a montré qu'il était capable de mettre une raclée au Front national, au Rassemblement national et à l'extrême droite, et qui a fait infliger une défaite cruciale pour Macron. Et lui, il a cette cérémonie d'ouverture des JO, et c'est l'occasion de rattraper et d'oublier que pendant ce temps-là, il n'est pas en train de nommer un ministre issu... vous vous souvenez du truc. Donc là, à ce moment-là, et encore, on n'en a pas entendu tant que ça d'ailleurs, hein, ils n'étaient pas tous très à l'aise, hein, la Macronie, avec ça, mais globalement, on a un peu l'impression que Macron, Dati, ils ont défendu Aya Nakamura, ils ont défendu les drag queens, ils ont défendu évidemment Thomas Joly, etc., face aux attaques, et Dieu merci. Mais quand vous regardez, ça, c'est une partie très très visible, très mondialisée d'ailleurs de l'iceberg, mais en fait, en réalité, les spectacles de drag queens pour des enfants qui ont été menacés, on n'a pas tellement vu les tenants du gouvernement dire non, en fait, on va défendre le fait que les drag queens puissent faire des spectacles devant des enfants. On les a pas tellement vus réagir tant que ça sur Bilal Hassani, etc. Et on les a pas vus, on les voit pas. Par exemple, récemment, là, je prenais l'exposition Nouvelle Reine. Donc ça, c'est intéressant. À la basilique, donc il y avait eu aussi le cas de Carte Noire nommée Désir, Rebecca Chaillon au Théâtre d'Avignon. En fait, c'était quoi ? Il y a le Festival d'Avignon qui a réagi en disant on ne veut pas de ces attaques contre eux. Mais vous avez entendu une parole politique forte dire on protège nos artistes. Et donc, effectivement, même, tu vois, liberté de création, je vois bien les réserves que tu mets sur le truc. Mais en fait, quand tu creuses, de toute façon, cette notion-là, il l'utilise vraiment uniquement pour protéger Bertrand Cantat. Uniquement. Et ça se démonte assez vite, parce que Bertrand Cantat, oui, il peut créer ce qu'il veut, mais enfin, on n'est pas obligé non plus de lui donner des moyens voilà. Il peut créer des trucs dans sa cave s'il veut, on s'en fout, voilà. Mais par contre, effectivement, quand il s'agit d'artistes qui sont les artistes... Voilà. Et quand il s'agit d'artistes qui sont des artistes qui ont
énormément de mal, justement parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils ont des engagements et des récits particuliers qui sont celles et ceux qui ont le plus de mal à accéder aux moyens de production. C'est les premiers qui sont attaqués par l'extrême droite, et pas pour rien, parce que c'est les woke, et parce que, première nouvelle, l'art éveille, mais il y a des artistes qui éveillent un peu plus que d'autres, et donc ceux-là, en fait, ils sont pas tant défendus que ça. Et donc récemment, vous avez eu l'exposition Nouvelle Reine à la Basilique Saint-Denis, donc une photographe qui a exposé des portraits de femmes. Donc il y avait, je crois, une trentaine de portraits. Et elle-même, elle dit, en fait, j'ai même pas vu venir le truc. Je suis accueillie à la Basilique Saint-Denis, aucun problème, la basilique, aucun problème. Les monuments nationaux, donc les institutions, elles voient même pas sur le coup le sujet. Elle fait des expositions de femmes qui sont plus ou moins dénudées et ça se reflète dans les vitraux, etc. Et puis sur les 30 femmes, il y en a 3 qui sont voilées. Et là, vous avez un petit groupuscule, les natifs et tout, qui sont allés faire tout le bordel. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est que les monuments nationaux l'ont soutenu, la ville l'a soutenu, la basilique Saint-Denis même a soutenu et tout. Ils ont porté plainte pour atteinte à la liberté de création. Et elle dit, du coup, les gars ont été relaxés, hein, parce que ça marchait pas pour atteinte à la liberté de création. Par contre, elle dit, mais en fait, peut-être on aurait pu porter plainte pour racisme. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez vu Rachida Dati dire, j'annule tout, je me déplace à la basilique Saint-Denis, et je vais regarder l'exposition et je dis, on soutient. Donc en fait, déjà, rien que ces attaques, en fait, il y a d'abord une faiblesse, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire c'est pareil pour les VARS, c'est-à-dire que même les sujets qu'ils essayent de porter, qui font semblant de porter, vous avez une faiblesse des autorités qui vont céder face à n'importe quelle pression et tout. Mais évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand ça touche à certains sujets, et particulièrement à ce qui consiste en l'ordre racial, l'ordre colonial, etc., là, vous avez le pouvoir, à ces différentes échelles, qui assume totalement d'être lui-même dans un processus de censure. Et donc, Dati, elle ne s'est pas déplacée à la Basilique Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'elle était très occupée à caporaliser le service public de l'audiovisuel. Mais nous, on a aussi été ceux qui avons dit non, mais nous, on ne veut pas une fusion du service public de l'audiovisuel public parce qu'on a déjà un gros problème avec le fait que l'audiovisuel public est l'endroit où on vire Guillaume Meurice, où on vire Merwan Ben Lazar, sur injonction justement de cette jonction entre les Nathalie Loiseau et l'extrême droite. On ne sait plus qui est qui. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, on a des institutions maintenant qui sont de plus en plus caporalisées par un pouvoir politique qui, lui, assume totalement la censure. Et c'est là où on rencontre cette jonction entre les coupes budgétaires et ces coupes budgétaires, elles sont massives, elles sont quasi... c'est la sulfateuse, mais si vous regardez... C'est la tronçonneuse, mais si vous regardez où elle va, la tronçonneuse, c'est assez intéressant par où elle commence, quoi. Voilà. Et c'est assez intéressant ce qu'elle va cibler, parce qu'elle va cibler, donc vous allez avoir des coups de pression. Donc là, vous avez Pécresse qui assume de retirer les 500 000 à Rock en Seine pour ce motif-là. C'est-à-dire qu'on va assumer, on va faire de la pression budgétaire, du retrait de subventions, un discours offensif. On va dire, mais on retire les subventions, c'est pas qu'on n'a plus de sous dans les caisses, c'est qu'on a un problème avec cet art qui n'est pas neutre. Et que quand même, nous, si on subventionne, c'est pour que ce soit neutre. Et quand on dit neutre, c'est-à-dire, comprenez, il faut que ce soit complice du génocide. Sinon, ça nous pose problème. Voilà. Et donc, vous avez cette articulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout besoin, malheureusement, d'être à Hénin-Beaumont pour que sous un maire RN, pour que votre théâtre subisse soit des baisses de subventions et des formes de contrôle ou d'incitation même à l'autocensure. C'est le truc le pire, c'est de dire en fait si tu veux tes financements, donc au bout d'un moment les gars ils osent plus programmer autre chose, ils se disent bon je suis quand même sur la sellette, etc. Et t'as plus besoin d'être à Hénin-Beaumont en fait. Et puis t'as du coup des spectacles, des théâtres qui ferment, je pense, parce que je vois Laurent Guéla, il y a la bataille de l'échangeur à Bagnolet, c'est l'échangeur à Bagnolet, enfin c'est pas un département d'extrême droite, c'est pas voilà, mais en fait il se trouve que c'est quand même un lieu qui fait particulièrement dans les quartiers ce travail d'atelier artistique, etc. Donc du coup, en fait, casse ce lien avec un territoire et qu'il serait de bon ton de casser. Voilà. Donc il y avait moult exemples, hein, mais vous avez Borne qui annule une BD qui avait été commandée par l'Éducation nationale. Vous avez une librairie féministe qui est recouverte d'un drap par des policiers au passage de Darmanin. Vous avez le court-métrage de Clermont-Ferrand, le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand qui est définancé parce qu'à chaque fois il y a Bolloré qui se fait siffler en début de truc. Vous avez des films sur la Palestine
ou même sur la contraception. Il y a un film sur le slip chauffant, j'adore cet exemple-là, qui a été désubventionné. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que les films, dans leur production, ça se passe à toutes les échelles, tous les niveaux. Et vous avez des films vous avez des commissions localement qui ont dit, bah oui, c'est intéressant ce documentaire, ce machin, on va donner les sous de la ville et tout. Puis traditionnellement, c'était contestable, c'était les experts. Donc les experts, parfois, c'est vraiment l'entre-soi, mais c'était les experts qui disaient, oui, ça, faut financer. Puis les élus, derrière, ils signaient, parce qu'ils reconnaissaient qu'il y avait... une indépendance du secteur artistique. Et maintenant, les élus, ils font quoi ? Palestine, non. Et alors, je ne vais pas dire pire, mais encore, plus, voilà. Palestine, non. Bon, ça, on comprend, on a bien compris qu'ils étaient soutiens du génocide et du soutien inconditionnel d'Israël, mais aussi slip chauffant. Ah non, ça c'est pas bon pour nos virilités, ça. Slip chauffant, c'est une méthode contraceptive, tu vois. Donc tu avais un docu sur le truc qui s'est vu retirer. C'est l'école Courtrajmé qui se retrouve privée de ses subventions parce qu'elle a utilisé l'écriture inclusive dans genre un programme de... Bon, voilà. Donc c'est tout ce continuum d'attaques. Je vais terminer là-dessus. Je dis juste qu'un des trucs, c'est que ça se passe, il faut regarder ce qui se passe aussi dans l'industrie culturelle, parce qu'on parle beaucoup du secteur, du service public et tout, mais il y a une volonté d'harmoniser. Et donc quand vous regardez ce qui se passe dans le cinéma, dans le monde des festivals privés, dans le monde évidemment de l'édition, vous avez aussi un avant-goût de comment la concentration économique, elle va de pair avec le fait de permettre des agendas, des terrains, des Bolloré, etc. Et voilà, bon bref, donc j'ai fait un grand... Mais vous voyez, c'est tous ces phénomènes-là, et on voit bien le continuum qu'il y a. Parce que le spectacle de Sterrin avec les croix gammées, là, il est financé par Sterrin, mais il est aussi financé par des fonds publics. Voilà. Et que quand... Comment ? 450 000 €, voilà. Donc Rock en scène, enfin c'est... Voilà, voilà, donc en fait, c'est tout ça qu'il faut interroger. Alors juste, que faire ? Bon, face à ça, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à toujours articuler les deux, du coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du nerf de la guerre qui est l'argent et du nerf de la guerre qui est la protection, qui est la reconnaissance du travail artistique, etc. Mais on montre comment c'est une étape de l'extrême droitisation et de la fascisation. Parce qu'en fait, vous êtes en train de tuer tout un secteur à des fins idéologiques, à des fins d'une marchandisation qui sera une marchandisation idéologique, parce que les acteurs économiques dans les mains desquels vous mettez ça, c'est des acteurs, voilà, c'est comme saboter l'école pour après qu'il y ait des internats terrain. Enfin, voilà, c'est... Bon. Il faut du coup une riposte, il faut qu'on arrive à articuler toujours les deux. Et ça a été dit, mais je pense qu'il faut le redire, c'est que le secteur culturel et artistique, les travailleurs de la culture, les structures ont une responsabilité de solidarité dans la période. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué ces dernières années, c'est que les premiers et premières qui se sont fait attaquer, et même encore aujourd'hui, n'ont pas bénéficié d'un élan, de mobilisation massive. Moi, je pense que la CGT a dû faire quand même des communiqués de ça, mais on n'a pas le sentiment que quand Médine est attaqué et ne peut pas faire un concert, vous avez tout le monde, parce que justement, la liberté de création, c'est ça qu'il faudrait dire. Moi, j'ai pas de problème à employer le terme de liberté de création, parce qu'il faut leur renvoyer la gueule. Du coup, vous êtes les premiers. Attendez, Médine. Voilà. Et donc, elle est où la solidarité Et donc ça, voilà, je sais que j'ai un peu l'air de donner des leçons, mais je pense qu'il y a ce sujet-là de comment il y a une riposte collective à chaque fois et comment il faut qu'il n'y ait pas un cheveu d'artiste qui puisse être touché quand un artiste s'engage en faveur de la Palestine, fait les frais de comment il se situe, voilà, et pas commencer et donc ça, je pense que ça s'est pas suffisamment vu. Et ça va de pair avec ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire que la culture, les arts et la culture, dans leur aspect institutionnel, doivent aussi interroger les propres discriminations qu'il y a en leur sein. Il y a quelque chose qui s'est fait vraiment autour du MeToo dans le secteur de la culture qui a été déflagrateur, mais on l'a bien vu dans la commission d'enquête avec Sandrine Rousseau, dans laquelle je faisais partie. En fait, la question des discriminations racistes et des violences racistes, elle a été très très difficile à aborder, d'abord parce qu'on avait très peu de victimes qui étaient prêtes à parler publiquement, etc., et parce qu'elles étaient beaucoup plus vulnérables que les autres. Et ces dominations se croisent. Et donc on a bien vu qu'on n'avait qu'une partie des violences et qu'il y en avait d'autres qu'il fallait interroger. Et puis, il y a des mobilisations antifascistes, il y a des mobilisations pour la Palestine, il y a des mobilisations antifascistes dans la société, il y a des mobilisations pour les personnes migrantes et dessous. Et je pense que si le secteur des arts et de la culture veut être perçu comme ce qu'il est, je pense fondamentalement, c'est-à-dire un des outils remparts et d'émancipation face au fascisme, il faut en faire la démonstration concrète dans les batailles antifascistes. Et il y a eu un exemple récent avec la question de la gaieté lyrique, c'est-à-dire que vous avez l'extrême droite qui a essayé d'utiliser les questions culturelles en disant il faut sauver cette institution culturelle occupée par des méchants migrants.
Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous aviez des gens qui étaient, y compris des travailleurs, pas tous des artistes, qui étaient aussi des salariés, simplement des personnes qui travaillaient à la Gaîté Lyrique et qui ont dit non, on va se laisser occuper. Voilà, on va mener la bataille, on va demander à ce que ces mineurs isolés, on va demander à ce qu'ils aient un toit sur la tête. Et donc, ils sont pas rentrés dans cette logique, mais là, on aurait eu besoin que tout le monde à la culture dise pas juste il faut sauver la Gaîté Lyrique, genre les murs de la Gaîté Lyrique, mais disent il faut sauver les jeunes et gloire aux artistes qui sont aux côtés de ces jeunes. Voilà. Et donc, il faut que les arts soient perçus comme ce lieu de résistance, ce lieu de solidarité en tout lieu. Et donc, évidemment, sur le 10 septembre, moi, je pense qu'il y a un enjeu fondamental. Enfin, vu que c'est un des secteurs passifs qui est dans le viseur totalement, qui va être dans le viseur dans le prochain budget, dans les attaques contre la protection sociale, etc., il faut que ça se ressente. Et il faut aussi que ça fasse changer les préjugés qu'on est en train de commencer à entendre de la part, évidemment, de la classe dominante qui a tout intérêt à peindre d'une certaine façon le mouvement du 10 septembre. Donc, il faut réussir à y contribuer. Et dernière chose, parce qu'il faut qu'on prenne notre part aussi comme politique, la riposte politique, c'est aussi que nous, de notre côté, enfin, je ne dis pas de notre côté, mais tous ensemble, mais on doit absolument remettre cette question des artistes, des travailleurs de l'art, des arts et de la culture, du droit à la culture, des droits culturels aussi, au cœur du débat, et évidemment avec l'idée qu'il y a des politiques culturelles à mener. Donc il faut que dans nos programmes, il faut que, évidemment, c'est le cas dans le programme municipal de 2026, mais on va aussi s'atteler à ce qu'en 2027, en fait, la question d'une politique culturelle, c'est pas juste un chapitre du programme, mais c'est un des vecteurs de ce que nous, on attend, quoi. C'est-à-dire une rupture fondamentale avec le monde actuel et un vecteur d'émancipation et de révolution citoyenne. Et donc, il faut que la politique culturelle, elle soit au cœur. Et là-dedans, il va falloir qu'on réaffirme et qu'on travaille cette question du lien du politique, et c'est-à-dire d'un droit fondamental des artistes à porter, parce qu'ils le sont forcément politiquement situés, des engagements politiques, mais aussi une responsabilité fondamentale du politique à ne jamais prétendre contrôler et s'emparer et contrôler et passer commande, etc. Et donc c'est assumer ça. C'est dire la subvention de service public, c'est on subventionne non pas. Enfin, on attend des arts de la culture qui soient un service public. Donc, du coup, il y a les enjeux d'antiracisme, il y a tous ces enjeux-là parce que c'est un service public. Mais une fois que tu as la garantie que tu finances du service public, pas du pass culture qui va aux grandes entreprises, ni un truc qui est plus un service public, mais qui est un service, un entre-soi, voilà, ce qui n'est pas le cas non plus, parce qu'il ne faut pas non plus dépendre comme ça. Mais tu t'assures que ça ne devient pas ça. Mais après, tu laisses justement, par la diversité, parce que tu finances la diversité, parce que tu mets fin aux appels à projets, à tous ces trucs de merde, à la mise en concurrence des artistes, par la diversité que tu finances, tu permets la liberté, la liberté artistique, la diversité, la vitalité artistique, sans être en train de prétendre que tu vas demander aux artistes de servir tel et tel agenda. Et les artistes eux-mêmes, ils auront cette capacité de toute façon à troubler l'ordre établi, et y compris l'ordre insoumis, et c'est ce qu'on leur demandera parce qu'il y en aura besoin. Voilà.